Plus besoin d'aller étudier en France, aux États-Unis ou au Canada. EISA distingué premier prix excellence de la qualité CEDEAO vous offre des formations de qualité. 80% des diplômes opérationnels, licences et masters de l'EISA sont accrédités par le CAMES. EISA certifié ISO 21001 version 2018 et ISO 9001 version 2015 forme au DECOGEF et DESCOGEF pour devenir expert comptable de l'UEMOA. EISA dispose d'une licence en sécurité informatique, cybersécurité et cybercriminalité pour acquérir des connaissances en technologie data center, big data, intelligence artificielle, etc. et d'une licence en génie logiciel, diplôme d'ingénieur de travaux informatiques reconnu par le CAMES. Cours en ligne disponible en partenariat avec l'AEF. Pour les 15 ans de l'EISA, gagnez 100% de bourse d'études et frais comptés à partir de 0 francs. Site web www.eisatogo.com. Ça fait bientôt 10 ans que la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées a vu le joint été mis sur pied par le président de la République, en tout cas par sa volonté et tout, mais bientôt 10 ans, jamais on a vu quelqu'un derrière les barreaux. Mais ce qu'on constate plutôt, c'est que les assassins criminels, les criminels économiques sont toujours en circulation. Mais quant à la APLUSIA, c'est sensibilisation des députés par ici, de la société civile par là, et pour couronner le tout, le 24 octobre dernier, la APLUSIA a organisé un concours national pour les journalistes en vue de voir qui produirait le meilleur texte dans le sens de la sensibilisation ou bien de la lutte contre la corruption pour expliquer aux uns et aux autres pourquoi la corruption gangrène notre économie. Mais dis donc, la question qui saute aux yeux, c'est de savoir, est-ce que les journalistes n'en font pas assez? Et les plaintes des uns et des autres, et même les 88 plaintes de 2023, que la APLUSIA même a souligné, où en est-on avec ça? Quant au grand discours du président de la République qui dénonçait la minorité, qui pille les richesses du pays, tout ce beau discours associé aux 10 années, où en est-on arrivé? On en parlera ce soir avec Monsieur Paul Amégampo. Monsieur Paul Amégampo qui est le directeur de l'Institut Tambemba pour la gouvernance. C'est un habitué de ce plateau, c'est un acteur de la société civile. Monsieur Paul Amégampo, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Amémavor. Bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de votre chaîne. Bien. Alors, je le disais tout à l'heure, la APLUSIA a lancé le 24 octobre dernier le concours national des meilleures productions médiatiques sur la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, placées sous le thème « Impact de la corruption sur le développement ». Concrètement, le concours, pour rappeler ça aux téléspectateurs, ce concours vise à améliorer, à amener les acteurs des médias à produire suffisamment de contenu pour sensibiliser sur les fléaux de la corruption. Est-ce que vous pensez que les journalistes togolais ne font pas assez? Les journalistes togolais ont déjà fait preuve de leur capacité à s'occuper, à s'attaquer à la problématique de corruption depuis plusieurs années en se présentant comme les principaux lanceurs d'alerte aux côtés de certaines organisations de la société civile qui également constatent et dévoilent les cas de corruption qui sont plus marquants au niveau du pays. Et donc ce concours est en soi une bonne chose parce que ça permet d'établir une base de collaboration entre les journalistes et cette haute autorité en charge de la prévention et de la répression des infractions de corruption. Cependant, nous sommes déjà presque 10 ans de l'existence de l'APLUSIA et les actions de sensibilisation qui devraient avoir pour vocation d'amener les acteurs, les populations et toutes les parties prenantes à prendre conscience des enjeux liés à la corruption et son impact sur le développement socio-économique du pays, cette étape devrait être déjà franchie pour désormais passer à l'étape des actions concrètes d'identification des corrompus et des corrupteurs, d'identification des facteurs de corruption afin de prendre des mesures courageuses de répression de ces infractions de corruption et aussi de faire en sorte que les sommes
qui ont été détournés par le fait de la corruption soient rapatriés dans les caisses de l'État pour financer les œuvres sociales dont les priorités et les besoins sont très abondants. Alors, si ce n'est qu'une question de prise de contact avec ou bien de rapprochement avec les médias, on a quand même remarqué que la même Aplusia a eu déjà à former des médias sur la question autrefois. Nous avons l'impression qu'il y a une sorte de tergiversation sur cette question parce que au même moment que l'Aplusia mène ses activités, il y a la justice qui continue à persécuter et à pourchasser les lanceurs d'alerte, surtout au niveau des médias. Ouais. Nous avons connu des arrestations, des jugements et également l'emprisonnement des professionnels de médias qui sont spécialisés dans l'investigation journalistique. Et donc, il est important que l'Aplusia comprenne que l'action est multiforme. Le combat contre la corruption devait être mené par toute la kyrielle d'acteurs impliqués. Au niveau des acteurs publics, l'Aplusia n'est pas le seul intervenant. Nous avons également la Cour des comptes qui doit faire son travail. Nous avons les différentes inspections. L'inspection d'État, l'inspection du Trésor, l'inspection des finances et d'autres inspections spécialisées. Nous avons également la justice elle-même. Sauf que la justice elle-même, elle est corrompue. C'est là le problème. Le rapport 2020 d'Afrobaromètre dit par exemple que 55% des Togolais pensent que la justice est corrompue. Il y a même des actions au niveau dans le système judiciaire ces dernières années pour pouvoir assainir le système. Donc même au niveau du gouvernement, on reconnaît que la justice est corrompue. Absolument. Nous avons suivi les différents rapports également du Conseil supérieur de la magistrature qui a reconnu qu'il y a beaucoup de juges ripoux au sein de la famille judiciaire et que des actions disciplinaires sont prises. Mais il faudrait aller au-delà parce que la justice est pour la corruption ce que le médecin est pour une épidémie ou une pandémie. Et donc, à partir du moment où la justice ne serait pas capable de juguler la problématique de la corruption, ou serait plutôt actrice principale de promotion et pourquoi pas de protection des corrompus et des corrupteurs, on arrivera à un moment donné où l'État ne pourrait plus tenir. Dans la mesure où ce mal va complètement gangréner l'appareil administratif, l'économie du pays et la société en général. Mais est-ce qu'on n'en est pas déjà là? Parce que je rappelle que la Aplusia, la loi organique qui a mis sur pied la Aplusia, n'a pas prévu le côté répressif. Lutter contre la corruption, c'est d'avoir normalement les moyens de répression. Or, nous savons que si les moyens ne sont pas judiciarisés, qu'est-ce qu'il arrive? Il y a juste des recours administratifs ou des sanctions disciplinaires qui sont prises et qui ne font souvent pas mal aux auteurs de la corruption. Il est important, à l'instar d'autres pays africains, de créer une juridiction spécialisée sur la répression des infractions économiques et financières, comme nous le trouvons déjà dans beaucoup de pays africains. Il faudrait cette juridiction pour servir de relais ou de complémentarité aux actions menées par l'Aplusia. Nous le connaissons également, la Cour des comptes sort des rapports qui épinglent parfois beaucoup de dirigeants politiques ou gouvernementaux, mais ces derniers ne sont pas inquiétés parce que la justice ne fait pas son travail. Peut-être que cette justice n'est pas spécialisée dans ce type d'infraction. Il va falloir donc créer le cadre juridictionnel approprié pour pouvoir prendre en compte ces questions. Et il faut également noter que notre architecture légale n'est pas complète. L'arsenal légal au Togo manque des lois spécifiques liées à la corruption. Il y a une loi cadre sur la corruption qui est depuis plusieurs années dans le pipeline de l'Assemblée nationale et qui n'a jamais été adoptée. Il va falloir que cette loi soit adoptée
pour définir clairement la nomenclature des infractions liées à la corruption, tenant compte des réalités. Parce que la corruption a plusieurs niveaux. Nous avons de petites corruptions, comme ce que les policiers font sur les routes, ce que les agents publics font dans l'administration et qui créent de lenteur administrative. Mais nous avons des corruptions de haut niveau, au niveau de passation des marchés publics, au niveau des aspects fiscaux liés aux grandes entreprises et aux multinationales qui font l'érosion fiscale et des niches fiscales dans les offshore et donc les flux financiers illicites. Et lorsque nous prenons tout ça mélangé, ça étouffe énormément l'économie de la nation. Et donc, il est important d'avoir cette loi cadre. C'est vrai qu'on aborde beaucoup les instruments du côté de la justice. On va revenir là-dessus, mais j'avais quand même une question pour vous. Quant au concours de la Rapoussia, je me rappelle, je pense que vous l'avez même souligné à demi-mot, que le journal Alternative avait sorti l'affaire qu'on appelait autrefois Petrol Gate ou encore l'affaire Adiakli, dans laquelle 500 milliards de francs CFA auraient été détournés. Après, ce sont les poursuites judiciaires qui s'en étaient suivies. Nous avons encore en mémoire Loïc Lawson et puis Anani Sossou qui avaient lancé des alertes sur 400 millions qui auraient été retrouvés dans la maison du ministre Didier. D'accord, on peut discuter de la forme de ces informations qui ont été données, dans les conditions dans lesquelles ça a été donné, on peut en discuter, mais si dans le même temps, la Rapoussia ne se saisit pas des cas d'école typiques comme ça, juste comme ça, pour pouvoir, je ne sais pas, faire bouger les lignes et que à côté de ça, on organise un concours, est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche à ce niveau? Oui, il y a quelque chose qui cloche, puisqu'il n'y a pas de cloisonnement étanche entre les différentes interventions des institutions en charge de la lutte contre la corruption. Il faudrait absolument une complémentarité. Et donc, le rôle que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, le rôle que la justice devrait jouer sur ces questions devrait tenir compte normalement de la politique nationale et des orientations qui sont données par les dirigeants de ce pays pour lutter contre la corruption. C'est cela qui faciliterait le travail à l'Applucia. Et nous savons que, à l'absence de la loi sur la protection des lanceurs d'alerte, il serait difficile de régler ces problèmes. Il faudrait, aux côtés de la loi sur la liberté de la presse et de l'information et d'autres instruments qui existent, avoir une loi spécifique qui protège les lanceurs d'alerte. Parce qu'ils ont leur méthode. Ils ont des sources à protéger. Si ces sources ne sont pas protégées, il n'y aura pas d'informations accessibles aux institutions qui devraient combattre et réprimer ces infractions. Lorsque l'Applucia annonçait 88 dénonciations entre 2018 et 2023 sur à peu près 5 ans, c'est quand même infime par rapport à la réalité palpable de la corruption dans notre pays. Ça voudrait dire que les gens préfèrent adopter la loi d'Omerta plutôt que d'alerter sur les cas de corruption, quitte à être victime de représailles de la part des corrompus ou des corrupteurs. Et donc, cette action est noble parce que ça s'inscrit dans le cadre d'une approche collaborative entre l'Applucia et les professionnels de médias, mais les faits sont têtus et les faits montrent que il y a une sorte de déphasage entre les actions engagées par l'Applucia et le discours officiel et également les interventions des autres institutions publiques. Alors, pour une des rares fois, la Rapoussia avait saisi la justice et c'était dans 2 affaires. L'affaire des 600 millions qui ont été détournés lorsque les épévistes de Togo devaient participer à la CAN 2013. Et puis la bagatelle somme de 25 milliards de francs CFA détournés dans la construction de la route Lomé-Vaughan. Bon, on a cru que la Rapoussia qui saisit la justice, ça aurait pu donner quelque chose. Et là aussi, ça n'a rien donné. La question qu'on pouvait se poser, mais est-ce que finalement ça sert encore à quelque chose, la Rapoussia? L'impunité est cette machine destructrice qui coupe l'herbe sous le pied de Rapoussia. L'impunité
érode la confiance. Et l'impunité qui est presque généralisée au Togo, surtout en ce qui concerne les détenteurs de la charge publique qui ont géré à un moment donné les affaires publiques, les finances publiques, devient un phénomène préoccupant. Lorsque les citoyens disent à grande majorité qu'ils n'ont plus confiance à la justice, c'est justement par rapport à ces rares cas où l'audace de saisir la justice a été manifeste et où la justice a eu également l'outrecuidance de ne donner aucune suite à ces poursuites. Et donc, dans ce cas de figure, nous appelons à ce qu'il y ait un changement systémique. Parce que aujourd'hui, la corruption fait que l'argent public n'est plus équitablement distribué. Les infrastructures publiques qui sont réalisées ne présentent pas un état de qualité suffisant et donc ne peut pas résister à l'usure du temps. Et la corruption fait également que la lourdeur administrative ne permet pas aux citoyens d'accéder aux services publics de base, aux services publics essentiels. Et donc, il est important que la Plucia soit plus soutenue à travers la manifestation d'une volonté politique au sommet de l'État. Et là, nous interpellons le chef de l'État lui-même, justement, qui a engagé un certain nombre d'actions, d'aller encore plus en avant et de n'accorder aucun parapluie aux corrompus, aux corrupteurs. Puisque vous interpellez le chef de l'État, vous lui demandez d'aller en avant, j'aimerais quand même profiter de l'occasion pour le citer. Alors, en campagne électorale dans les plateaux, en 2020, le président de la République et candidat du Parti uni, naturellement, Faure Gnassingbé, avait annoncé dans une intervention sur le contrôle des finances publiques, je veux le citer fidèlement cette fois-ci, nous avons mis en place des institutions à cet effet pour contrôler les organes de l'État, pour la prévention de la corruption et à la Plucia. Nous allons compléter le dispositif avec un organe qui sera chargé aussi de la répression, avait-il déclaré. Bon, maintenant, 4 ans après, l'organe se fait toujours attendre. Est-ce qu'il y a réellement une volonté politique de pouvoir lutter contre la corruption, au-delà de tout ce qui se dit? Tant qu'il y a une déclaration et un engagement du numéro 1 togolais, on pourrait dire qu'il y a un début de manifestation de la volonté politique. Il faut que cette volonté politique soit maintenant concrétisée. Et le chemin est court. Le chemin est court dans la mesure où l'organe de répression, nous le connaissons, c'est une cour spéciale de répression des infractions économiques et financières. Il faut mettre en place cette cour-là. Mais quand vous dites que quand il y a un discours, il y a un début de manifestation, début de volonté, je voudrais quand même rappeler que le Togo a ratifié en 2005, c'est depuis 2005 que le Togo a ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption. 20 ans, on est toujours dans les discours, on se cherche toujours comme ça. C'est ce qui nous interpelle d'ailleurs et c'est ce qui donne la substance même à de telles émissions. Puisqu'il n'y a pas seulement la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la corruption, il y a également la Convention de l'Union africaine. Exactement. Et également un protocole de la CEDEAO qui réprime également la corruption. Et le Togo a ratifié tous ces instruments. Maintenant, au niveau national, on a l'impression que les pieds sont encore lourds. Il faut mettre en place cette cour spéciale, c'est important. Il faut adopter les nouvelles lois pour renforcer l'arsenal. Il faut continuer la sensibilisation des acteurs parce que la Plucia était née avec les réformes de notre code pénal où les articles 594 et suivants ont prévu un certain nombre d'infractions assimilées à la corruption. Et donc, il est important que ces infractions fassent l'objet de sensibilisation. Pour cela, il faudrait associer étroitement la société civile et les médias. C'est pour cela que la politique du ministère de l'administration du territoire et également du ministère de la communication et de la HAC, à l'endroit respectivement de la société civile et des médias, devrait changer. Il faut un changement de paradigme. Il faut donner plus d'espace à la société civile de pouvoir sensibiliser, de pouvoir collecter des informations citoyennes, c'est la même chose également pour la presse, et de pouvoir faire de plaidoyer et tirer sur la sonnette d'alarme lorsque les cas de corruption sont avérés. Pour l'instant, ce n'est pas le cas.
je suis bien placé pour vous dire que il y a une sorte de filtre au niveau de l'administration publique où lorsque vous parlez de la corruption, lorsque vous parlez de la politique, lorsque vous parlez des dirigeants politiques et que vous êtes de la société civile ou des médias, tout de suite, vous êtes considéré comme un adversaire politique. Or, ces questions ne sont pas politiques, même si elles concernent les politiques publiques. Donc, il est important que ce message-là passe, que les alliés, les meilleurs alliés de lutte contre la corruption pour les pouvoirs publics, ce sont les professionnels des médias et également les organisations de la société civile. Même si même si en vous suivant, on a encore besoin de d'autres instruments pour pouvoir rendre efficace cette lutte contre la corruption, je voudrais quand même m'amuser à rappeler quand même quelques grandes décisions qui ont été prises par le Togo dans ce sens-là. Alors, je rappelais tout à l'heure que le Togo a ratifié en juillet 2005 la Convention des Nations Unies contre la corruption. Vous avez profité également pour rappeler pour l'Union africaine. En 2012, le président de la République a déclaré que c'est toute une minorité qui s'accapare les biens de la nation. En 2015, il crée la APUSIA au cours de la même année, justement. Il y a le nouveau code pénal qui avait créé 11 infractions, je pense que vous en parliez tout à l'heure, liées à la corruption, à partir de l'article 594 jusqu'à 621. Et alors après, il y a eu la coordination de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, en parenthèse ITIE Togo, pour la transparence dans le secteur minier. Voilà, il y a eu ça aussi. Et puis, il y a eu les deux chambres administratives à la cour d'appel de Lomé et de Kara, en parenthèse pour les plaintes contre les officiels, et sans oublier le renforcement de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, entre autres. Alors, si avec toute cette batterie, on s'en sort pas, est-ce qu'on s'en sortira un jour? Et à toutes ces batteries, il faut ajouter également le CENTI, qui est le Centre national de traitement de l'information financière, qui a été créé dans la foulée 2011-2012, lorsque le président annonçait qu'il y a une minorité qui s'accaparait de l'économie du pays. Et donc, face à cet amarda d'instruments et d'arsenal juridique mis en place, il faut maintenant passer à l'action. C'est pour cela que le président de la République, son Excellence Faure Essoufzina Gnassingbé, est directement interpellé, parce que c'est lui qui est redevable. Lorsque le pays saigne, il est le seul commandant à bord qui pourrait demander de colmater le mal. Et donc, il a posé des actions, il a pris des engagements. Il faut maintenant que ces engagements soient traduits dans la réalité. Et lorsque c'est traduit... Est-ce que c'est si facile pour lui? Parce que quand vous dénoncez une minorité depuis 2012 et 12 ans après, vous ne faites rien, on peut quand même se poser aussi des questions. Il est le chef de l'État. Il a été élu pour ça et je ne pense pas qu'il manque de courage pour le faire. Alors, s'il manque pas de courage pour le faire, je veux savoir si la société civile, quant à elle, manque de courage, parce que souvent, lorsque c'est bloqué au niveau politique, ce sont des acteurs de la société civile sous d'autres cieux qui organisent peut-être des manifestations pour pouvoir mettre sous pression les politiques. Mais ici, lorsqu'il s'agit de politique pure, on voit les acteurs de la société civile, mais lorsqu'il s'agit des questions comme la corruption, la vie chère, etc., on voit pas ces genres de manifestations. Qu'est-ce que vous faites dans la société civile finalement? La société civile togolaise est plurielle et elle a été florissante et dynamique jusqu'à 2015-2016. À partir de 2017, avec les mouvements politiques que nous avons connus et la résurgence des attaques djihadistes au Sahel et qui menacent notre pays, on a l'impression que le glossaire, le langage change. Les autorités publiques commencent de plus en plus à confondre les acteurs de la société civile aux acteurs potentiellement radicalisés ou collaborateurs ou partisans du djihadisme. Ce qui est un détournement grave d'objectif. Parce que l'objectif de la société civile, justement, c'est d'amener les acteurs publics à la redevabilité et à une meilleure gouvernance. Et donc, à partir du moment où nous sommes assimilés en tant qu'acteurs de la société civile au risque d'instabilité ou de déstabilisation du pays, qu'est-ce qui se passe? Il y a une restriction de plus en plus accrue de l'espace public de liberté. Aujourd'hui, nous ne pourrons pas aller partout au Togo, nous ne pourrons pas réunir tout le monde à n'importe où pour parler de n'importe quel sujet lorsque ces sujets vont dans l'intérêt général et concernent des sujets aussi sensibles que la lutte contre la corruption. Et c'est pour cela que je disais tantôt
que le chef de l'État doit montrer encore davantage une manifestation concrète de sa volonté politique d'opérer un changement holistique à la matière en associant la société civile à tous les niveaux. À la base, au niveau national, dans des cadres de concertation, en dotant la société civile de moyens administratifs et également institutionnels et en facilitant l'accès au financement de la société civile pour conduire des actions grandeur nature en faveur de la lutte contre la corruption. Parce que c'est ce qui pourrait rassurer les populations et renforcer leur confiance aux institutions publiques. Aujourd'hui, le constat est que les populations n'ont plus confiance aux institutions publiques, trouvent que les institutions publiques à tous les niveaux sont corrompues, le civisme fiscal en prend un coup, les citoyens ne sont plus aptes à payer les taxes et impôts, et depuis les communes, prochainement les régions, jusqu'au niveau central, on a l'impression qu'il y a une déconnexion entre les citoyens et les dirigeants de ce pays. Déconnexion entre citoyens et dirigeants de ce pays. Je rappelle au passage que ces dernières années, le Togo a fait beaucoup de réformes en ce qui concerne le climat des affaires. Le temps ne nous permet malheureusement pas de continuer dans ce sens. Monsieur Paul Amégan, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse. Continuez toujours avec nous, dans la fidélité à Vox Africa, la voix d'une Afrique fière. On se retrouve prochainement.